Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo. Peux-tu te présenter ? Je suis Valentina. Je suis Éric Bouvet et William Lamblay. À travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Des confins de l'Antarctique aux terres africaines, en passant par l'Asie ou la France, nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leur démarche et leur message. La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens. Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça permet aussi de vraiment rentrer dans l'intimité de la personne et dans sa vie. Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir. Un territoire qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions et une pression humaine très forte. Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode. Quel est le titre de ton livre ? Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Nouvelle saison, nouveau format. Ça fait à peu près 10 mois que je n'avais rien diffusé sur le podcast. On reprend aujourd'hui avec Valentina Benini. Bonjour Valentina. Bonjour Julien. Donc je suis aujourd'hui à Nîmes. Tu m'accueilles chez toi. Enfin, c'est plus chez toi pour très longtemps. C'est ça. On vient de tchatcher sur ta magnifique terrasse avec une vue sur Nîmes qui est bien sympa et des bonnes odeurs de hamburger. Ouais. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours ? Alors, je suis Valentina, italienne. Je suis photographe professionnelle depuis 3 ans. J'ai commencé la photo à 5 ans en argentique. J'ai piqué l'appareil photo à mes parents. À 5 ans, c'est tôt ça ? Ouais. Je crois que tu es celle qui a commencé le plus tôt dans toutes les aventures de ce podcast. Ouais, j'adorais piquer l'appareil, comprendre un peu comment ça marchait, comment on pouvait capturer des instants et en jouant un peu avec les paramètres de l'appareil photo. Et ça a été ma passion que j'ai cultivée pendant toute ma vie, mais de façon intime. Je partageais pas mes photos, je voulais pas trop... je voulais que ça restait un peu mon île heureux, où pouvoir aussi gérer mes émotions et les libérer. Mais je n'avais pas eu la possibilité ou peut-être l'envie de partager tout ça. Et jusqu'au confinement. Alors là, on a fait un grand saut de 5 ans jusqu'au confinement de 2020. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Ouais, tu faisais quel type de photos à 5 ans ? C'était la famille, les sorties ? Non, c'était plutôt toujours les instants spontanés dans la rue, capturer des émotions des personnes que j'ai croisées. Après, oui, aussi des paysages. Mais l'idée, c'était... j'aimais bien le fait que la photo pouvait figer des instants qu'on ne pouvait pas répliquer. Donc, en paysage, en théorie, on peut reprendre la même photo 1 million de fois. Un instant, une émotion dans les yeux d'une personne, c'est assez... C'est plus compliqué, c'est assez authentique. Donc, c'est ce que j'aimais faire. Et t'as encore des photos de cette époque, toute petite ? Des photos de mes parents, de mes parents, de mes grands-parents que j'avais pris, oui, j'en ai encore un. Et c'est quoi ton regard de photographe adulte et professionnel sur tes photos de petite fille ? Alors déjà, je suis étonnée de... Je suis étonnée de la capacité que j'avais déjà à l'époque en termes de perspective, en termes de cadrage. Personne ne me l'avait appris, donc c'est encore étonnant de voir ça. Une première carrière de photographe à l'âge de 5 ans ? Non, après, justement, c'était le regard d'une gamine de 5 ans. Donc, Alors avant d'arriver à la photographie à l'âge adulte, on va parler un peu de ton parcours. Ouais. Donc tu as grandi en Italie. J'ai grandi en Italie. Alors, j'ai voulu faire des études justement de photographie, mais mes parents, malgré qu'ils étaient passionnés de photo, ils m'ont dit toujours c'est pas un métier.
Mais tous les gens que j'interview me disent, mes parents m'ont dit, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est ça. Elle disait, regarde, nous, on est passionnés de photos, tu peux alimenter cette passion tant que tu veux hors du boulot, mais après, voilà, tu te trouves un boulot sérieux. Non, j'ai fait des études d'école des commerces et j'ai développé une carrière internationale. J'étais cadre, je suis arrivée à être cadre senior pour de grandes entreprises de conseil. Je faisais du conseil en innovation digitale pour les banques. Ah oui, donc très loin de la photographie. Voilà. Alors c'était, si tu veux, assez marrant. Je me suis éclatée dans la créativité, mais une créativité très différente. J'imagine. Ouais. L'arrivée en France, c'est pour le travail ou les études ? Non, l'arrivée en France, c'était plutôt pour des raisons perso. J'ai voulu suivre un ancien amour. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Surtout que, voilà, à l'époque, je parlais même pas français. Donc, pour faire un choix si compliqué, il faut avoir une bonne motivation. J'imagine. Ouais. Et voilà, après, cette histoire, ça s'est terminé assez vite. J'ai décidé de rester en France. Et tu es de quel côté en Italie ? À côté de Milan, dans une ville qui s'appelle Pavia. Ok. Ouais. Et t'es arrivé en France, du coup, on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, tu me parlais du Luxembourg aussi, mais tu me parlais de Brumath, donc ça me plaît parce que c'est à côté de chez moi. Ouais. T'es arrivé là-bas tout de suite ou non, il y a eu... Oui, parce que alors Italie-Brumath, c'est violent quand même. Oui, c'était assez violent, je te confirme. En fait, le fait d'arriver en France sans parler français, je trouvais pas de boulot. Donc l'idée c'était avec mon ancienne entreprise m'a proposé d'aller au Luxembourg où j'aurais pu parler anglais et garder mon travail. Et donc pendant 9 mois, je faisais un peu les allers-retours pour justement travailler au Luxembourg et approcher petit à petit au français et en même temps garder mon travail. Ok. On va pas s'éterniser sur ton ancien travail. C'est important. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on arrive de Brumath à Nîmes dans le digital et en tant que cadre dans le digital, et tu arrives à Nîmes photographe. Alors, entre Brumath et Nîmes, il y a eu aussi Paris pendant 2 ans. Donc, tout ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup mieux le français. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le confinement. Donc, entre le confinement, la fin de l'histoire avec mon ancien copain, disons que j'ai passé un moment assez compliqué parce que je voyais pas forcément la raison d'être en France voilà, je voulais trouver une bonne raison pour de m'épanouir et d'être contente. Et du coup, j'ai décidé de vivre de ma passion, de faire le saut et de vivre de ma passion. Mais pourquoi rester à Paris quand on peut trouver un lieu beaucoup plus agréable dans le sud ? Moi, je te demanderais même pourquoi rester en France ? T'as jamais voulu retourner en Italie ? Non, je voulais donner une nouvelle... Alors, je voulais pas associer mon expérience en France avec l'échec de l'histoire... d'amour. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas donner une nouvelle opportunité à ce pays et à cette expérience, parce que je venais, si tu veux, je venais d'apprendre je venais d'apprendre la langue, je venais de m'adapter au pays, à la culture, etc. Et repartir tout de suite, tu repars vraiment avec la sensation d'échec. Ok. Et donc, j'étais en plein confinement. Je me suis dit, OK, j'ai besoin d'une bonne raison pour me lever le matin. Et j'ai trouvé que peut-être c'était le bon moment de transformer en travail ma passion pour la photo. Il y a beaucoup de gens qui ont profité du confinement pour changer de voie ou apprendre de nouvelles choses. Moi, typiquement, le podcast, j'ai appris tout ça
pendant le confinement, tout ce qui était la prise de son, le matériel à utiliser, le montage. Ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. J'aime bien trouver l'opportunité dans chaque problème. Donc, regarder toujours le côté positif. Et pour moi, le Covid, c'était ça. C'était l'opportunité de trouver la force, le courage de transformer mon rêve en réalité. Alors, t'as pas décidé de faire ça toute seule, tu t'es inscrit dans un collectif dont on va taire le nom aujourd'hui. Tu cherchais... Alors, ça, au début, c'était pour apprendre un nouvel type de photo. Donc, apprendre à raconter des histoires à travers les images qui demandent une approche que je n'avais pas. Donc, je voulais apprendre cette approche plutôt de photojournalisme. Mais après, j'ai fait quelques reportages, mais finalement, c'était pas exactement le type de photo que je voulais faire. Et du coup, après, j'ai abandonné ce type de... Tu touches plus du tout aujourd'hui au photojournalisme ? Non. Okay. Pas pour l'instant. Je me dis que c'est quelque chose que peut-être un jour je vais reprendre, mais pas pour l'instant. Alors tous les deux, on était dans le collectif, ce fameux collectif en même temps. Ouais. Il y avait encore quelqu'un d'autre et j'ai son témoignage, je vais te le faire écouter. Wow. Alors avec Valentina, ça fait environ, un peu plus de 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans un comment ça s'appelle ? J'allais dire un club de photo, mais de photojournalisme. Non, c'est un collectif de photojournalisme. Et on a de suite beaucoup rigolé. On s'est rencontrés à Visa, donc Visa édition 2020. Et oui, donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et j'ai pu en fait découvrir un petit peu son travail. Elle commençait sa reconversion professionnelle en sachant qu'elle faisait de la photo depuis des années. Donc mais on a beaucoup discuté photo à ce moment-là, et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Et puis quelques mois après, j'assistais au workshop de Milena Perdriel à Paris, et elle m'a hébergé. Et du coup, on a pu faire une sortie photo. Voilà, on a pu bien rigoler. Donc c'était plutôt cool. Alors, Valentina, c'est une artiste dans sa tête. C'est comme ça comment expliquer ? Ouais, elle est vraiment artistiquement, elle est vraiment à part. Et elle est habitée par ce qu'elle photographie, en l'occurrence du coup la danse. Et on sent que quand elle parle de photos de danse, quand elle parle de danse, on sent qu'il y a du feu dans ses yeux. On sent qu'elle est très passionnée. En même temps, elle a fait de la danse toute sa vie, toute sa jeunesse. Donc voilà, c'est un peu normal. Mais elle est ultra passionnée par ce qu'elle fait, et ça l'anime. C'est vraiment un feu intérieur pour elle, la danse. Donc qu'elle fasse son premier livre photo sur le thème de la danse, et plus particulièrement du flamenco, pour moi, c'était pour moi une évidence en fait. Donc même sans le dire, c'était sûr que si elle devait sortir un livre, elle le sortirait sur ce sujet-là. Une anecdote avec Valentina. Alors il faut savoir que pour ma part, j'ai un doctorat en test de tiramisu. Et il faut savoir que Valentina fait du très bon tiramisu. Et elle sait que quand on va se voir, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'inauguration justement de son exposition sur le livre Flamenca. Et en gros, elle a préparé, elle savait que je venais spécialement pour l'inauguration. Elle a préparé un plat énorme de tiramisu. Et vous savez que vous êtes chez Valentina quand elle vous propose du tiramisu au petit déjeuner. Voilà. Bon, elle sait que je suis un très grand fan de tiramisu, donc forcément. Mais oui, et avec Valentina, quand on se voit, généralement il y a un tiramisu pas loin. Donc l'anecdote que j'ai avec Valentina, c'est ça. C'est le côté le tiramisu. Valentina, c'est ça. Valentina égale tiramisu. Tiramisu n'est pas forcément égal à Valentina, mais Valentina égale tiramisu. Voilà. Pour la petite anecdote. Tu le reconnais, j'imagine, on en parlait tout à l'heure. Oui, Nico, ouais, justement. Ça me touche énormément ce qu'il dit. Merci, Nico. Nicolas Katovic, qui a un super studio à Nice.
Ouais. Il parle de beaucoup de choses, Nico. Il nous parle de danse, il nous parle de tiramisu. Alors tiramisu, tout à l'heure, avant d'enregistrer, tu m'en parlais, donc ça m'a fait sourire. J'ai essayé de garder le contrôle pour pas te dévoiler le contenu du témoignage tu de vois, Nico. ouais, voilà. Ouais, le tiramisu, ce que Nico, elle ne dit pas qu'il y a un chantage derrière chaque fois. Donc, C'est ce que j'ai cru comprendre, que si tu ne faisais pas de tiramisu, il ne venait pas à ton se déplaçait vernissage. pas. Ouais, voilà. C'était condition pour venir. Je sais comment la pâter chez moi maintenant quand on fait un apéro qui dit j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Ouais, voilà. Alors il nous parle de danse. Tu Oui. fais de la danse depuis toute petite. Alors, je faisais de la danse, j'ai commencé à 4 ans et j'ai arrêté après presque 20 ans à cause de quelques blessures au genou, pardon. Et donc, ouais, j'ai eu 4 opérations, c'était assez compliqué, donc j'ai dû arrêter. Mais voilà, c'était une passion assez importante et le fait de devoir l'abandonner, je trouve qu'aujourd'hui, la photo de danse me permet de la revivre différemment. Donc, je connais très bien l'émotion d'être sur scène, des spectacles vivants, je connais très bien le fait de pouvoir affronter, vivre ses propres émotions sur scène en dansant, et c'est ce que je ressens. J'aime bien saisir les émotions sur scène pendant des spectacles de danse. Tu faisais quoi comme type de danse? J'ai fait de la danse classique et de la danse contemporaine. Donc, Ok. pas du tout de flamenco. Voilà. Je sais qu'on y est arrivé. Mais pourquoi j'ai approché le flamenco? Alors, encore une fois, c'était pendant le confinement. Donc, dès que je m'installe à Nîmes, on est confiné. Je ressens l'envie de prendre des photos des danses. Donc, je regarde sur Internet. C'est bien évident que pendant le confinement, il n'y avait pas de spectacles. Donc, j'ai regardé sur Internet. Le seul endroit pas trop loin où il y avait encore des spectacles, c'était Madrid. Donc, j'ai pris un avion. J'ai pris un ticket d'un spectacle de flamenco. En plus, j'avais jamais pris de photos de flamenco, donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est un nouveau défi et ça peut être un moyen de m'éclater dans la photo de danse. Donc j'ai pris mes premières photos, alors dans un contexte assez complexe, bien évidemment, parce que pendant le confinement, il y avait ce spectacle de flamenco à Madrid. Ils dansaient, mais ne savaient pas si c'était leur dernier spectacle. Donc ils dansaient comme si c'était leur dernière fois. Donc bien chargé d'émotions, bien chargé d'énergie, de passion. Déjà, le flamenco en soi, c'est une danse assez passionné et chargé d'émotions, mais ce moment-là, c'était assez puissant. Et donc, à partir de là, j'ai montré même les photos à un cher ami espagnol, parce que, bien évidemment, le flamenco, c'est pas dans la culture italienne, donc je voulais être sûre que c'était pas des photos banales. Donc je lui ai demandé s'il trouvait que les photos pouvaient être intéressantes. Il était larmes aux yeux, donc je dis ok, peut-être. Donc oui. Et donc je suis revenue à Nîmes. J'ai attendu le déconfinement. Longtemps. Voilà, longtemps. Et dès qu'on a été déconfinés fin mai 2021. Début juin, j'ai fait ma première exposition avec ces photos. Et c'était l'occasion de me faire connaître ici à Nîmes et de montrer justement mes photos et de les montrer comme des photos d'art. Je ne savais pas du tout le fait que ça aurait pu être... Je l'ai fait un peu comme si tu veux, c'était une expérience que je voulais vivre, mais je ne l'ai pas fait avec un objectif à long terme. Il n'y avait pas encore de livre de prévu? Et il y avait, non, c'était... en fait, à partir de ce moment-là, ça a déclenché après de nouvelles opportunités d'exposition. Et le livre,
Alors je vais t'arrêter, on va pas parler du livre tout de suite. Ok. Parce qu'il y a un petit pan encore qu'on n'a pas abordé et je voudrais en parler avant qu'on entame la discussion sur le livre, parce que le podcast s'appelle Parlons livre photo, donc tout le monde se doute, je pense, a déjà compris que tu as fait un livre sur le flamenco. Aujourd'hui, quel type de photos tu fais ? Alors, je fais bien évidemment encore des photos des danses, j'en fais beaucoup. Mais après, j'ai à côté aussi un côté un peu plus alimentaire et constant, qui est la photo d'entreprise. Donc là, je m'appuie plutôt sur mon expérience professionnelle précédente. Donc le fait d'avoir travaillé pendant 11 ans dans des grandes entreprises, j'essaie l'importance de la photo comme pour valoriser l'image de marque, pour valoriser les événements, pour après faire de la com. Donc je fais tout ça. Donc soit des portraits d'entreprise, soit des photos d'événements, pour mettre en condition les entreprises d'utiliser les photos pour leur com. Alors avec ce genre de photos, on est à des années-lumière de la photo artistique et des photos qu'on peut trouver dans ton livre. Néanmoins, alors désolé pour tes clients s'ils nous écoutent et que la réponse ne leur convient pas, néanmoins, est-ce que tu trouves du plaisir à faire ces photos Oui, parce que en fait, j'aime beaucoup être à l'écoute de mes clients et trouver le moyen à travers la photo de traduire leurs valeurs, leur objectif en termes de com, en termes stratégiques, en photo. Donc, il y a toujours cet aspect de spontanéité, saisir la spontanéité, saisir le moment authentique, l'émotion et la fierté d'un professionnel qui parle de son travail. Donc, pendant les séances, je pose pas mal de questions pour mettre en condition justement de saisir le bon moment. C'est jamais les photos posées, je les aime pas. Je ne suis pas capable de les faire. Même pendant un shooting portrait, c'est toujours assez dynamique. Ils sont où tes clients aujourd'hui ? Tu me disais tout à l'heure que tu ne travaillais pas beaucoup sur Nîmes finalement. Un peu, oui. Je travaille sur Nîmes avec quelques professionnels à Nîmes, mais je travaille aussi. Ça m'est arrivé de travailler à Toulouse, à Montpellier. Donc pour plusieurs entreprises, dès qu'ils ont besoin, je pars, je les rejoins. Donc on va arriver maintenant sur le sujet du livre, celui pour lequel on est ensemble tous les deux aujourd'hui en train d'enregistrer. Donc suite à tes multiples expos sur la danse flamenco, tu décides de faire un livre. Comment ça se passe ? C'est quoi le processus ? Comment on en vient à se dire je vais faire un livre ? Parce que c'est pas rien. Alors, justement, pendant les expositions, tout le monde, pas mal de personnes m'ont demandé vous avez pas un livre ? Parce que là, j'aimerais bien, j'aime beaucoup votre travail, mais je peux pas partir avec en photo. Surtout, ça m'est arrivé à Arles. Donc, j'ai exposé pendant les rencontres de la photo dans le programme OFF en 2021. Donc, Arles, justement, pendant les rencontres de la photo, il y a pas mal de personnes qui passent. On parle d'une centaine de personnes par jour. Et il s'agit surtout de touristes. Donc, touristes que, voilà, ont besoin, ne volent pas des gros photos à trimballer à droite à gauche. Pas forcément le budget non plus. Voilà. Et donc, en fait, c'était une graine qui était posée dans ma tête, petit à petit. Je me suis dit, effectivement, j'ai une tonne de photos de flamenco. Et à chaque exposition, j'en tire des nouvelles pour mettre en condition de découvrir de nouvelles photos. Et dans mon ordinateur, il y en a beaucoup plus en plus ce que j'expose. Je crois qu'on est tous pareils. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas faire un livre ? Et sauf que le livre, pour qui fait des photos d'art, on a toujours peur que le rendu sur le papier ne soit pas optimal. Et donc, je me suis intéressée. J'ai découvert qu'il y avait Scourbiac. Encore eux. Voilà, encore eux. Et qui justement proposait des papiers des beaux-arts, un processus de tirage avec des encres pigmentaires. Donc, c'était pas le livre
photos imprimées en numérique sur Internet. C'était une qualité bien différente. Et je les ai contactés en septembre 2022. Et on a parlé du projet. Ils m'ont dit « Ok, madame, vous voulez faire ce livre pour quand ?» Je dis « Pour Noël. » Elle dit, mais en septembre. Oui, elle m'a dit Noël 2023. Hein. Je dis non, 2022. Elle m'a dit mais 2022, c'est demain. Je dis oui, exactement. Non, il manque encore 3 mois. Oui, parce que dans le domaine du livre, 1 jour égale 6 mois. Exactement, et j'ai bien vu parce que c'était en fait on a fait un rétro-planning et finalement j'avais je sais plus si 2 semaines pour compléter la maquette, etc. Et donc ça fait short. J'avais aussi le temps de la nuit, hein, donc donc 4 semaines finalement. Exactement, donc ouais, c'était en plus entre le choix des papiers, le choix de la maquette. T'as quand même dit ok alors pour faire oui. 2 semaines. Oui. Moi j'aime bien les défis. Tu te mets la pression. Ouais, surtout que j'avais ce projet, je ne voulais pas vivre encore une fois l'échec, hein. Donc je voulais pas décaler, j'arrive pas à me projeter si loin d'ici 1 an. Je suis plutôt dans le présent, donc j'ai en tête un projet, je veux le réaliser tout de suite, hein. Et je m'y suis mise, hein, et finalement en novembre elle est sortie. J'ai même fait en fait une campagne de crowdfunding. Oui, j'allais y venir. Ah, pardon. Ah non, mais c'est bien, hein, si tu me voles les questions, c'est bien. Oui, parce que en fait, je me disais, c'est mon premier livre, j'ai jamais fait un livre, est-ce qu'il y aura un public intéressé ? Et parce que c'est bien que j'ai un projet en tête, mais vu que si on imprime un livre, on en imprime quelques copies. Donc après, il faut les vendre aussi. Et donc, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Et je suis arrivée à collecter plus de ce que j'avais prévu. Et donc, finalement, j'ai pu l'imprimer, j'ai pu le proposer. Moi, j'ai vu ça, 112%. Oui, c'est ça, 112%. C'est une belle campagne. Donc, tu as mené de front la conception de la maquette, la campagne de crowdfunding. Oui. En sachant que les deux sont hyper chronophages et angoissants. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mené toute la partie de conception de maquette en parallèle pour mettre en condition aussi pendant la campagne du crowdfunding d'avoir une idée du rendu du livre. Et après, je dis, si j'arrive pas à arriver au 100%, on reste avec la maquette, mais on l'imprime pas. Donc, j'étais un peu stressée, je te cache pas. Tu m'étonnes. Mais finalement, ça s'est très bien passé. T'as imprimé combien d'exemplaires ? 500. 500. Et avec la campagne crowdfunding, t'arrivais à les financer ou t'as dû rallonger ? Non. Mon idée, c'était de récolter un nombre minimum pour me donner assez de confiance pour l'imprimer et après pour développer le projet. Après, pendant la campagne de crowdfunding, il y avait bien évidemment la possibilité d'acheter en pré-vente le livre ou bien de faire des dons. Alors, il y a eu aussi énormément de dons. J'ai vu qu'il y a eu quelques dons, ouais, c'est pas mal. Donc, des gens qui ont juste voulu financer le et croire à moi sans forcément prendre la copie. Des gens que tu connaissais ? Alors oui, il y a pas mal de personnes que je connaissais, mais aussi des gens que je connaissais pas. Ok. Et comment ils sont tombés sur toi, les gens que tu ne connaissais pas, du coup ? Ah, ça, je ne sais pas. Alors, peut-être aussi via les réseaux sociaux. Mystère d'Internet. Ouais, peut-être aussi, si j'ai bien compris aussi, il y a pas mal de gens qui suivent le projet sur Ulule et qui participent au projet qui les intéresse le plus. On va revenir sur la conception de la maquette. Tu as fait ça toute seule ? Non, alors je me suis fait aider par les professionnels d'Escourbiac. Que je remercie énormément parce que franchement ils ont compris tout de suite, un peu comme Nico dit que je suis artiste dans la tête. Donc que j'avais des idées qui sortaient un peu du lot et voilà,
Déjà, je dis, je veux bien 2 papiers différents. Un papier pour les photos couleur, les photos noir et blanc, un autre pour les photos noir et blanc. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais fait ça. Bah voilà, il y a toujours une première fois. Pourquoi pas? Et après, voilà, je voulais une chose assez purée, assez clean, pour donner vraiment de la valeur aux photos. Comment vous avez travaillé ensemble? Ils faisaient la maquette, on va dire, sur le logiciel InDesign, j'imagine, et toi tu leur donnais la disposition des photos et tout ça, ou c'est toi qui faisais une première maquette et après ils mettaient ça au propre, entre guillemets? Non, ils me faisaient des propositions. Après, le fait d'utiliser 2 papiers différents, ça voulait dire mettre dans un certain ordre les photos. Ouais, j'allais y venir. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait par un cahier. Donc, il y avait le cahier noir et blanc, le cahier couleur, et en plus, j'ai décidé de les alterner. Bah oui, sinon c'est trop facile. Et oui. Donc, en plus, on avait 7 cahiers, donc c'était impair. Hein, donc, fallait déjà choisir. Non, je savais qu'il y avait plus de photos en noir et blanc, et donc on les a organisées comme ça. Après, même pour la couverture, vu que le titre est Luz Flamenca, je voulais le titre brillant, mais sur une couverture mate. Donc bon, ok, c'est pour ça que je les remercie énormément, parce que ils ont eu pas mal de patience avec moi. Ouais, après, je pense qu'ils ont l'habitude des demandes loufoques. Oui, et je oui. vous invite à retourner dans les vieux épisodes du podcast. Il y a un épisode avec Gérard Bessières. Je pense que c'est lui qui les a le plus titillés, poussés dans leur retranchement chez Escourbiac. Ah, ok, ben Lui, il voulait un dégradé de brillance sur la couverture. Ah oui, ok. Tu vois le truc. Je vois. Ils ont réussi, hein. Ouais, non, je vois. C'était une question que je voulais te poser, justement. Le choix des 2 papiers, ça complique les choses, parce que déjà, choisir un papier parmi leurs, je crois, 2000 références, c'est compliqué. En choisir 2... Ouais, surtout que il faut à chaque impression, justement, vu qu'ils utilisent des encres pigmentaires, en fonction du papier, ils adaptent l'encre, donc l'impression. Donc je me suis déplacée le jour de l'impression dans le Tarn, où ils sont, pour voir tout ça, et c'est vrai que voilà, c'était pas forcément facile pour eux, mais ils sont des pros, donc... Et tout ça en 15 jours. Alors non, 15 jours, c'était plutôt la préparation du livre. Après, ça a pris un peu plus de temps pour l'impression, etc. Mais c'est vrai qu'en novembre, elle était prête. Donc, on a fait tout ça en 2 mois, ouais. Comment t'as procédé pour l'editing des photos? Parce que tu disais tout à l'heure que t'en avais encore plus dans ton ordinateur que ce que tu as déjà exposé. T'as trié parmi combien de photos? Alors, nombre total, je ne sais pas te dire, mais on parle de quelques milliers. Et alors, dans le livre, il y en a 80 photos, donc ouais, c'était compliqué. En plus, toi, tu peux pas éliminer celles qui sont floues par défaut, parce que tu disais tout à l'heure que tu faisais de la pose longue, ce que Nico ne comprend pas du tout d'ailleurs. Oh, ouais, justement, alors j'adore la pose longue parce que c'est une façon de saisir le mouvement. Donc dans mes photos, alors, il y a des photos bien figées et un peu plus entre guillemets statiques, mais il y a des photos aussi où on a un point bien net et le reste en mouvement. Et ça me permet de transmettre le mouvement d'un spectacle de danse et de jouer un peu sur la créativité pendant la prise de vue. T'as combien de photos dans le livre? 80. 80. Ouais. Comment t'y es arrivé à ces 80-là? Je te cache pas que j'ai choisi avec mon estomac. Non, j'ai choisi un peu celle qui me parlait plus, qui parlait... En fait, pour moi, dans les photos, j'exprime des émotions. Donc, je raconte des émotions qui sont... Il y a des émotions qui sont exprimées par la danse, mais qui racontent, si tu veux, un langage universel qui peut parler à tout le monde, au-delà du fait que le moyen soit la danse.
Et donc, je sais que derrière chaque photo, il y a une émotion que je veux faire passer. Et celles que je trouvais un peu plus fortes, je les ai incluses dans le livre. Alors, je t'ai demandé de choisir 5 photographies pour m'en parler. Oui. Il y en a une qui est page 19. Oui. Alors, c'est le moment où je vais te faire un petit peu de com pour ton livre. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est bien de l'acheter maintenant et de reprendre l'épisode une fois que vous avez le livre en main. Et si vous ne comptez pas l'argent, si vous ne comptez pas l'acheter parce que vous n'avez pas l'argent ou d'autres, on comprend tout à fait. Les photos sont visibles sur les notes de l'épisode sur le site. Donc, la première photo dont on va parler, c'est une photo qui est page 19. Donc, c'est un gros plan sur des chaussures d'une danseuse, j'imagine. Oui. Tu nous parles un peu de cette photo. Pourquoi tu l'as choisie ? Alors, j'ai choisi, d'un côté, justement, il y a ce dont je te parlais tout à l'heure de la pose longue. Donc, il y a le pied bien net, il y a le mouvement de la robe. Alors, l'histoire des photos des pieds, vous en trouverez pas mal pendant mes expositions et même dans le livre. Et le choix des pieds, c'était parce que une fois, une personne qui est venue voir une exposition m'a dit ah bah ouais, ok, c'est normal que vos photos transmettent autant d'émotions parce que regardez les grimaces qu'ils font les danseuses. Ah, je dis ben donc les émotions c'est que dans le visage. Bah voilà, c'est des danseuses de flamenco, elles font toujours des grimaces. Je dis ben ok, alors on passe aux pieds. Et j'aime beaucoup cette photo parce que il y a ce mouvement de la robe, les couleurs en plus que je choisis pas parce que c'est bien évidemment pendant des spectacles, donc je suis totalement aveugle de la scène, des choix du spectacle, etc. Les couleurs qu'on voit, c'est l'éclairage, j'imagine. Voilà, l'éclairage. Et je trouvais ce choix et des couleurs et en plus ce mouvement me parlait beaucoup. Voilà. Alors, la photo suivante, c'est page 54. J'adore cette photo. Alors cette photo, encore une fois, sont toutes des photos prises sur scène, donc dans le vif. Et je trouvais, alors ça c'est un spectacle que j'adore, d'une danseuse qui s'appelle Ana Morales, qui on la voit cachée, donc on voit juste un peu ses pieds et on voit cette robe qui, dans ce mouvement, on a l'impression presque que c'est une fleur. Oui, une robe hyper complexe. Oui, voilà, une robe hyper complexe avec laquelle elle joue sur scène. Et donc voilà, c'est un exemple de photos qui sont un peu plus abstraites et qui puissent faire voyager un peu le spectateur. Au niveau de la prise de vue, est-ce que c'est le genre de photo, comment dire, moi par exemple, il y a des photos, je sais au moment où je déclenche que j'ai une photo qui va sortir du lot. Est-ce que c'est le genre de photo où tu l'as su au moment où tu déclenchais Oui. Elle est assez incroyable. Oui. Moi, ce que j'adore justement dans la photo des danses, et le fait d'avoir dansé pendant longtemps, ça me permet de rentrer dans le rythme de la musique. Et je connais pas la chorégraphie. Je connais pas comment ils vont se déplacer, comment ils vont bouger leur... C'est la surprise totale alors. C'est la surprise totale. Donc la seule façon que j'ai d'anticiper le moment, c'est de rentrer dans le rythme, de suivre ce qu'ils font, de clencher au bon moment. Est-ce que ça t'arrive de rater une photo et Oui. du coup de retourner à une représentation Non. pour capter un moment que t'as... Non, je me dis de toute façon la représentation c'est une fois. Donc si c'est raté, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas la photo. Mais il y en aura d'autres. Ensuite, photo suivante, page 65. Alors la photo 65, je l'aime beaucoup. Alors d'ailleurs, généralement pendant les séances, les spectacles, justement, je décide pas non plus l'emplacement. Le tien. Oui, le mien. Donc parfois, je suis pas placée à un endroit, je peux pas bouger. Parfois, j'ai la possibilité de me déplacer.
Et pendant ce spectacle, j'ai eu la possibilité d'aller sur scène, donc caché derrière. Donc j'avais un point de vue un peu différent. Et cette photo, je l'ai prise parce que j'aime beaucoup aussi mettre en valeur la responsabilité des femmes. Alors, on se focalise pas forcément pendant un spectacle de danse sur le dos d'une femme, sur ses courbes. Je trouve que cette photo met vraiment en valeur aussi la sensualité des femmes. Tu parlais de ton placement justement. Comment ça se passe sur un concert, sur un spectacle de danse? Est-ce que c'est comme dans les concerts où on dit bon bah vous avez le droit d'être là pendant les 3 premiers morceaux? Pas de flash, c'est comme si, c'est comme ça, ou non, t'es un peu plus libre? Comment ça se passe? Alors, déjà, pas de flash, et il faut enlever aussi le bruit de l'appareil photo. Okay. Il faut enlever l'illumination de l'écran. Ouais. Ah, de l'écran même? De l'écran et de la F. Donc, il faut vraiment ne pas avoir... C'est encore pire que les concerts, en fait. Et après, alors la plupart des fois, on est placé à un endroit précis. Donc il y a des bancs qui sont placés à côté de la scène et on peut pas bouger. Donc on peut même pas se lever. C'est assise, tu peux pas bouger. Tout ça parce que si t'es face à la scène, tu ne peux pas déranger le public. Parce que tu vas être entre le public et la scène. Donc là, voilà, c'est assez complexe. Et les autres photographes qui sont à côté de toi, ils sont là pourquoi? C'est de la presse ou il y en a qui ont soit des projets? Soit de la presse, oui, il y a les deux. Alors, moi, je suis un peu l'extraterrestre du lot. Ça me va, d'ailleurs. Ah oui, il y a pas mal de photographes qui font ça pour la presse, oui. Et t'as un peu le temps de discuter avec eux avant ou après? Oui, toujours. Toujours. Moi, j'aime bien échanger avec les autres photographes. Et quand tu parles de ta démarche alors, il y a pas mal qui après sont venus, qui me suivent, qui viennent voir mes expositions et qui sont admiratifs de mon processus un peu artistique, de la façon que j'ai de valoriser la danse et de valoriser le mouvement, surtout. Ok, alors la suivante, c'est page 72. Donc on a une femme avec une robe à pois blanc. Ouais, alors en réalité, à couleur, cette robe était verte. Ok, alors moi je déteste le vert, je suis très content que tu l'aies passé en noir et blanc. Alors, cette photo, je suis vraiment... c'est une de mes premières photos. Je l'ai saisie justement à Madrid lors de ce premier spectacle de flamenco. Et donc j'adore cette photo et cette danseuse qui a vraiment dansé en plus avec cette robe verte cette robe verte qui signifiait l'espoir en ce moment de confinement. Et donc voilà, et cette photo représente un peu la confiance dans l'avenir, le fait qu'elle soit penchée en arrière, elle regarde pas devant. Pour moi, voilà, elle est assez forte. Ça me fait penser à une question, du coup, comment tu choisis qu'une photo va être en couleur ou en noir et blanc? Est-ce que c'est au moment de la prise de vue où tu le sais ou c'est après que tu décides? Ah, ça peut arriver à deux moments. La plupart des fois, c'est au moment de la prise de vue. Mais sinon, ça peut arriver aussi en post-production. Pour moi, ça dépend aussi. Alors, la couleur, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée ou pas? Si c'est une question de lignes, de composition, pour moi, c'est noir et blanc. Parce que c'est plus impactant et t'as pas la distraction de la couleur. Ok. Et quand t'as fait l'editing pour le livre, ouais. Ça a été compliqué, j'imagine, de faire les choix entre la couleur et le noir et blanc, parce que c'est très difficile, je trouve, de mélanger les deux dans un livre, dans un ouvrage. Oui, en même temps, moi, j'aurais pas pu... Trancher était impossible. Ouais, j'aurais pas pu.
J'adore le noir et blanc, j'ai une préférence pour le noir et blanc, mais je trouve qu'il y a des photos à couleur qui sont assez puissantes, qu'il fallait montrer. C'était mon premier livre. Peut-être un deuxième, je le ferai peut-être qu'en noir et blanc, mais le premier, non. La première photo dont on parlait, la deuxième, pardon, qui est page 54 avec la robe jaune en noir et blanc, ça aurait été dommage, je pense, non? Voilà. Ouais, on est d'accord. La dernière photo de la série, c'est la photo qui est page 74, donc on a une danseuse de dos. Alors, cette photo, je l'adore. C'est un peu une photo qui représente mon évolution. Donc, je vais de plus en plus vers ce type de photos qui sont un peu plus... comment dire je couperai au montage, donc prends ton temps, il n'y a aucun souci. Ben c'est comme une ligne, tu vois, c'est... je sais pas s'il y a un terme en français pour dire ça. En italien. Mes amis niçois me feront la traduction. C'est un peu stylisé. C'est une photo assez stylisée. Je vais de plus en plus vers ce type de photo. Tu parles de stylisé, tu parles des vêtements ou plutôt des lignes Des lignes finalement du rendu de la photo finale. Plutôt les lignes directrices, alors la composition. Oui, c'est une question plutôt de composition, de contraste. Je vais de plus en plus vers des photos en noir et blanc qui sont très contrastées, où il y a des lignes assez stylisées et qui laissent plus d'espace à l'interprétation, à la personne qui les regarde, et en même temps il y a le mouvement. Là c'est une photo d'une personne qui est en mouvement? Ouais, elle est en train de tourner. Et donc, c'est quoi la partie qu'on voit qui fait une ligne diagonale? Je te tourne l'ordinateur, je couperai ça au montage. Là, ça justement, c'est les perles de sa veste. D'accord. Donc elle est en train de tourner sur elle-même, et donc justement le mouvement, tu l'aperçois juste de là et des plis dans sa jupe. La photo est intéressante parce que justement on comprend pas tout et on se pose plein de questions en la regardant. Et moi j'aime bien parce qu'il y a cet effet clair-obscur avec sa robe dans la partie en bas à droite qui est claire d'un côté et sombre de l'autre. Du coup on a une ligne verticale. Ouais. On a cette ligne en diagonale avec les mouvements du haut des habits, des vêtements. Et après on a cette ligne horizontale avec le chapeau. Tu vois aussi la boucle oreille horizontale aussi d'ailleurs, ouais. Donc elle est en train de tourner. Alors là, c'est une question aussi de chance parce que tu vois bien, moi j'étais placée, je pouvais pas bouger, j'étais assise, et elle était en train justement de danser, de tourner sur elle-même avec juste une lumière blanche qui arrivait de la droite, et donc j'ai pu saisir cette photo. Si j'étais placée ailleurs, j'aurais pas pu. Est-ce que c'était une photo que tu voyais arriver ou vraiment c'est au déclenchement après que tu as vu que tu avais eu de la chance? Alors, c'était pas... elle avait déjà tourné une fois. Donc, si tu veux, je l'ai vue arriver. Ouais. Et donc, juste le temps de baisser un peu la vitesse pour pouvoir avoir ce mouvement un peu flou, comme Nico dirait. et donc, saisir le mouvement, ouais. Et ce traitement, est-ce que c'est un traitement, le clair-obscur de la photo que tu as voulu, ou c'est vraiment à la prise de vue tout de suite? Non, c'est à la prise de vue. Tout de suite à la prise de vue. Moi, ma créativité, pour moi, la créativité, c'est pendant la prise de vue. Je sais pas si c'est une question du fait que j'ai commencé en argentique, mais pour moi, la post-production, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Tu fais quoi? Correction de contraste, un peu de lumière, ouais, un couleur. peu de lumière. Oui, c'est la seule chose que je fais. Sinon, c'est un photo raté, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec les appareils photo numériques, on recommence. On peut prendre un millier de photos. On n'a pas la limite de la pellicule. Hein. 80 photos, tu disais dans le livre. Oui. Combien de flou? Je pense un peu plus de la moyenne. Hein. Il y a un collectif qui s'appelle Tendance Floue, il tirait bien peut-être. Ah ouais, voilà, je vais me renseigner.
Pauvre Nico, quand il écoutera cet épisode, il sera traumatisé. Oui, je pense. Mais il a eu le livre, il a bien aimé. Oui, il est dans son studio. Oui. Il trône parmi les livres des copains. Oui, c'est ça. Voilà, donc toutes les photos qui ont été sélectionnées sont toutes des photos à tirage limité. Moi, je m'arrête à 10 exemplaires pour chaque photo. 10 exemplaires? Oui, pas plus. Hein. Déjà, serré. Encore, j'avais même pensé de faire des tirages uniques. Hein, parce que déjà, tu vois, par rapport à un tableau, on a déjà l'opportunité de tirer plusieurs exemplaires. La loi prévoit jusqu'aux 30 exemplaires signés, numérotés. Moi, je m'arrête à 10. Et déjà, la plupart des photos, les photos les plus vendues, je suis à 2-3 tirages. Donc, le temps d'arriver à 10... Tu les vends comment? Par quel biais? Alors, la plupart des fois, c'est lors des expositions. Okay. Parce que le fait aussi de voir le tirage, moi j'utilise un papier des Beaux-Arts, voilà, on imprime aussi avec des encres pigmentaires, le rendu est super mat, très profond, c'est magnifique, et le fait de le montrer et de voir le rendu donne envie aussi en personne de l'acheter plutôt que sur internet. Mais il y a aussi la boutique en ligne que petit à petit commence à marcher aussi. Tu vas nous donner les liens tout à l'heure. Avec plaisir. En plus, je crois que tu es assez doué sur Instagram. Alors, peut-être je l'étais, mais mon ancien compte a été fermé. Donc j'avais 42 500 abonnés, a été fermé d'un coup. Pourquoi ils l'ont fermé? Enfin, c'est toi ou c'est... Non, alors apparemment j'étais signalée. Donc, c'était alors pendant la même semaine, lors d'une exposition que j'ai faite, j'ai eu des menaces par téléphone. Sympa. J'ai retrouvé des affiches de mon exposition en cours brûlées devant la porte de chez moi. Ils m'ont fermé le compte Instagram et j'ai eu mise en demeure pour quelque chose que je n'avais pas fait. Donc, je pense que la concurrence n'a pas trop aimé. Quelqu'un s'est senti menacé, j'en sais rien. Mais il y a eu un moment qui m'a... C'est assez violent quand même. Oui, c'était un... C'est pas anodin, les affiches brûlées et mises devant chez toi. Donc, la personne sait où tu habites. Exactement. En plus, ouais, ça m'a fait flipper. Et c'était 6 mois après mon démarrage. Hein. Donc, ça m'a mis pas mal en difficulté. Instagram, je l'utilisais justement pas mal. J'avais 42 500 abonnés. Alors, le fait de perdre un compte aussi important, c'est aussi que tu perds les contacts d'un coup. Et je me souvenais pas forcément de l'identifiant des gens avec lesquels je changeais, donc je n'ai pas pu les récupérer. J'ai essayé pendant 8 mois de récupérer mon compte. Mais apparemment, il y a des bots automatiques et ça suffit qu'il y a 5 signalements sur un compte Instagram, il y a un bot qui ferme le compte. 5? Ouais. Vous n'avez pas beaucoup, parce que c'est très facile de créer 5 comptes et d'aller signaler 5 fois un compte juste pour... Voilà. C'est incroyable. Moi, de toute façon, je suis un partisan de la newsletter. Les emails, il n'y a que ça de vrai. Ouais, mais en plus sur Instagram, on échange avec plein de personnes sans forcément avoir le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc, oui, par même pas le nom et le prénom parfois. Exactement. Et du coup, voilà, pendant 8 mois, j'ai essayé de le récupérer, j'ai pas pu. Et donc là, j'ai créé un autre, mais j'ai redémarre doucement. Je suis à 300. Donc... J'ai l'impression que c'est devenu plus dur en 2023. Ouais, c'est plus compliqué. Et en tout cas, bon, j'ai perdu... voilà, mais cette histoire est incroyable. Il y a une telle concurrence dans le milieu de la photographie. Alors ça, je ne sais pas. Si c'était pour une question de photos d'art, des photos de flamenco, j'en sais rien. Surtout que j'ai jamais piqué la place à quelqu'un quand j'ai fait mes expositions. Je trouvais l'endroit, voilà, j'exposais mes photos, voilà. Ok, incroyable. Voilà. On va aborder un sujet plus sympa et plus joyeux. Oui,
Donc en septembre, tu décides de faire un livre. Tu te fais livrer. Comment ça fait quand on ouvre le premier exemplaire, qui sent bon l'encre fraîche et le Alors papier? sur ça, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai filmé l'arrivée de la palette et l'ouverture du premier carton. J'ai pleuré comme une gamine. Hein. Mon esprit italien est sorti d'un coup. C'était assez... C'était une émotion assez forte de toucher le livre, de voir le rendu. C'était incroyable. Ouais. Une émotion assez forte. Ouais. Ouais, Après, je suis passée tout de suite à regarder ce que j'aurais pu faire mieux, en détail que j'avais raté. Mais voilà, ça c'est normal, c'est mon perfectionnisme qui parle. Je crois qu'on est tous un peu comme ça, les photographes. Ouais. Et je vais te poser une question auquel tu n'auras peut-être pas envie de répondre, mais j'ai très envie que tu répondes. Qu'est-ce que tu changerais? Alors, je changerais... je sais. Alors, tout le monde m'a fait remarquer, par exemple, en couverture, mon nom-prénom est écrit trop petit, il n'est pas visible, il n'est pas lisible. Je le comprends, effectivement, peut-être je pourrais choisir une autre police parce que après les gens se disent ouais c'est bien le livre mais finalement on retient pas ton nom et déjà c'est un nom étranger hein donc c'est pas. Alors moi ça me perturbe pas parce qu'à Nice les noms italiens ouais, mais alors beaucoup. déjà, mon nom de famille, personne ne sait le prononcer, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, est-ce que je l'ai bien prononcé, du coup? Oh oui, presque. Presque. Ça se prononce comment, en vrai? Parce qu'il y a le gne. Benigni, gne comme montagne. Alors, vous l'avez le son en français, mais il y a le double I qui gêne. Donc, c'est un peu compliqué. Non, et après, alors, une chose que je regrette de n'avoir pas fait, dans les remerciements, j'ai remercié bien évidemment les danseurs, hein, mais j'ai pas fait la liste des théâtres qui m'ont permis de prendre ces photos. Et ça, je le regrette un peu parce que c'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai eu l'opportunité de prendre ces photos. Donc voilà, ça la prochaine fois. On t'a fait la remarque ou ça c'est toi? Oui, on m'a fait la remarque. Ah, ça c'est pas cool. Ça fait pas non, du bien. et je me suis excusée, ils avaient raison. En fait, voilà, moi la maquette, je l'ai fait justement en 2 semaines. C'était mon premier livre, c'est pas une justification, mais c'est une explication du fait que c'est sûr qu'on rate quelque chose. Après, l'autre chose, alors j'ai choisi c'était un choix, de ne pas mettre les titres de mes photos pour ne pas influencer le spectateur et le laisser libre de voir ce que vous voulez. Mais finalement, je ne sais pas si dans le prochain, je mettrai des titres, hein, parce que je trouve qu'au contraire, ça peut apporter quelque chose de plus dans la compréhension de ce que j'ai voulu saisir. C'est toujours des titres un peu complexes. Je voudrais revenir sur les théâtres. Alors on le coupera au montage si jamais tu veux pas ou peux pas. Ouais. Tu as la liste de tous les endroits où tu as fait des photos? Oui, bien sûr. C'est le moment de les remercier, alors tu nous lis cette liste? Alors sûrement le théâtre flamenco de Madrid, le théâtre de Nîmes. Après il y a eu des endroits qui sont plutôt liés à des festivals. Donc c'est le festival flamenco à Arles. Après, alors là tous, il y a un autre théâtre à Madrid. Ça donne une idée un peu des lieux. Il y en a un paquet. Combien Oui, alors disons que les photos qui sont incluses dans le livre ont été prises pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Ouais. Ok. Et sur combien de lieux à peu près? Combien de déplacements? Je dirais une 20aine. Ah ouais, quand même, il y a du boulot derrière. Peut-être un peu plus parce qu'il y a des festivals, même au théâtre de Nîmes, c'est le festival flamenco qui font tous les ans depuis 35 ans. C'est un festival très important de flamenco en France. Et généralement, ça dure pendant 10 jours.
Et il y a généralement 1-2 spectacles par jour. Hein. Donc, après, ça dépend des accréditations, mais généralement, on parle de... Oui, là, on parle au moins d'une 40aine de spectacles. Ouais, ça fait du boulot. Économiquement, tu penses que tu rentabilises le travail avec la vente des livres, en admettant que tu aies vendu les 500 exemplaires? Alors, pas forcément. Après, pour moi, ça va avec la vente des tirages. Ok. Donc, avec la vente des tirages, oui. Qu'est-ce que t'apporte le livre aujourd'hui? Donc on enregistre, on est en octobre 2023 et le livre est sorti l'année dernière, c'est ça? Oui, un peu, oui, presque il y a 1 an. Alors déjà, ça me permet de me faire connaître. Ça me permet aussi de garder contact avec les personnes qui viennent voir mes expositions. Et ça me permet aussi en fait, ça me permet après de déclencher des ventes de tirages. Parce que la personne approche mes photos aux expositions. Après, il part avec le livre et quelques mois après, m'appelle parce qu'elle est tombée amoureuse d'une photo dans le livre, que peut-être il n'est pas dans l'exposition, mais il a vu la qualité des tirages et donc il m'achète une photo. C'est top. Oui. Cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux. Il y a un avant et un après le livre? Oui. Il y a, pour ce qui me concerne ou pour en termes en termes professionnels? En ce qui te concerne, en termes professionnels et peut-être même en vision sur tes futurs projets? Alors, mes futurs projets, oui, hein, j'ai réfléchi déjà à un 2e livre qui sera un peu on va dire, le 2e volume de cette série. Et au niveau personnel, ça m'a aidé aussi à au niveau personnel, ça m'a aidé à voir l'accomplissement d'un projet. De ne pas être dans ça m'a permis de passer de la prise de vue constante, penser juste à la prochaine séance photo, révision des photos, etc., à capturer un moment. Donc faire l'image, si tu veux, en tant que photographe, de capturer un moment et de voir l'accomplissement même concret de mon travail. Et au niveau professionnel, encore une fois, ça m'a permis de me faire connaître, même pas qu'en France, parce que justement le livre a été vendu même en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique, donc de me faire connaître ailleurs, au-delà de mes expositions. On te contacte aujourd'hui suite à la lecture de ton livre? Oui. Ouais. Oui, ça fait plaisir, ça. Ouais, ça c'est très touchant parce qu'il y a des personnes qui ont acheté le livre parce qu'ils ont vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux, qui m'ont jamais rencontré, qui sont peut-être passionnés de flamenco ou simplement de photos, qui ont acheté le livre et qui après m'ont contacté par mail pour me dire il est magnifique, j'ai adoré, etc. Ça m'est arrivé aussi après de les rencontrer lors de quelques festivals flamenco et qui m'ont approché pour me dire c'est moi qui vous ai acheté le livre. Et donc ça crée aussi des belles rencontres. Et les contacts professionnels, est-ce qu'il y a une différence quand tu dis avant d'avoir fait le livre, je veux faire un livre, je viens faire des photos, et une fois que tu as un livre, j'ai déjà fait un livre, je vais en faire un autre, je viens faire des photos, ça change? Non, parce que après sur mes séances photos, c'est plutôt dans un autre domaine. Alors c'est vrai que là je commence, ça c'est un autre volet de mon travail, je commence à faire des photos d'art pour les entreprises. Donc je vais faire des séances photos pour les pros, pour la décoration des locaux. J'ai vu que tu parles même de fiscalité sur ton site. Oui, parce que justement les entreprises ne savent pas que les photos d'art, quand elles sont signées, numérotées, sont reconnues comme œuvres d'art
Et si on les utilise pour la décoration des locaux, on peut les défiscaliser au 100%. Donc en fait, elles coûtent moins cher d'une photo Ikea. Parce que photo Ikea, on récupère juste le 20% de TVA. Et là, on récupère le 100%. Donc ils vont avoir des photos d'art personnalisées qui valorisent leur travail. Donc même en termes d'image, de crédibilité, ça change tout. Et donc je fais de plus en plus ça. Ok. Donc pour répondre à ta question, le livre peut aider, si tu veux, aux entreprises pour comprendre un peu ma démarche. Mais après, pas forcément pour me choisir. Ils ont plutôt envie de voir ce que j'ai fait pour d'autres entreprises. Parce qu'avec les photos de flamenco, ils se disent, ils n'arrivent pas à se projeter sur des photos flamenco dans leurs locaux. Oui. Mais ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ton livre? Après, j'ai d'autres questions, mais pas sur le livre. Ok. Alors, sur le livre, quoi d'autre? Non, peut-être dire qu'il y a 112 pages. 112 pages. 80 photos, donc il y a des photos qui sont en double page. Et là, n'hésitez pas, si jamais vous achetez le livre, à bien ouvrir le livre, parce qu'il est cousu. Donc, il ne va pas se casser. Hein, il est bien fait, ce livre. On peut bien ouvrir pour bien profiter de la photo en double page. Il y a une vingtaine d'artistes de la scène française, espagnole, des grands artistes. Alors, si je peux en nommer quelques-uns... oui, tu peux. Hein. Comme c'est ton épisode. Comme Ana Morales, Rocío Molina, El Choro, Mathilde Anton, on a la Poppy, Maria Moreno, voilà, des grands artistes que je vous suggère d'aller voir parce que font vraiment des créations incroyables. J'ai une dernière question qui me vient là en écoutant ton accent. Vas-y. C'est une question qui est peut-être très stupide, mais comment ça se passe en Espagne quand il y a une petite Italienne qui débarque pour faire des photos de flamenco? Alors ça c'est justement assez marrant. Même pendant les expositions, il y a des gens qui me disent comment ça se fait qu'une Italienne vit en France et fait des photos de flamenco. Donc tout le monde pense que je suis espagnole au début, comme s'il y avait un lien entre photo flamenco et origine espagnole. Alors en Espagne, ça tombe super bien parce que entre italien et espagnol, moi je parle italien, je parle pas espagnol, eux ils parlent espagnol, on arrive à se comprendre. Donc voilà, c'est un peu un mélange, c'est pratique. Mais je veux m'y mettre aussi à l'espagnol, surtout si je continue avec les photos flamenco, il faudra. Là tu parles français, anglais, italien. Oui, alors j'ai parlé il y a quelques années aussi allemand. Après l'allemand, si on le pratique pas, on oublie vite. Hein, mais ouais. Désolé pour ma prof de collège, mais effectivement j'ai tout oublié. Franchement, même si j'ai vécu 1 an en Autriche, j'avais appris bien l'allemand, mais franchement là. Tu nous as pas parlé de ce passage dans ton parcours. Qu'est-ce que tu allais faire en Autriche? Je suis passée en Autriche. Entre la fin de l'école des commerces et le début de mon activité dans la finance. Voilà, je voulais faire une expérience à l'étranger et je voulais m'y mettre avec une autre langue étrangère. J'avais décidé que l'allemand, c'était assez compliqué, et bien compliqué pour pouvoir l'apprendre. Mais voilà, ça a duré 1 an, je suis revenue. Toi, tu fais partie des photographes qui ont eu une vie bien remplie avant d'être photographe professionnel. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un métier qui était très difficile à approcher directement en sortant de l'école. C'est quoi ton avis sur la question? Parce que j'imagine bien que ton passé t'aide et enrichit ton travail. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des relations avec les entreprises avec lesquelles tu travailles. Oui. Ça, c'est quelque chose qui te vient, tu le disais toi-même, de ton passé. Si tu étais allé directement vers la photographie, ça serait comment aujourd'hui? Pour toi, ce serait vraiment très différent, j'imagine. Oui, très différent. Après, le fait d'avoir décidé de faire ce passage à la photographie, si tu veux, à 40 ans,
d'un côté, ça m'a mis face à des photographes professionnels qui faisaient ce boulot depuis déjà 20 ans. Donc moi, j'étais la stagiaire par rapport à eux, si tu veux. Mais de l'autre côté, moi, j'ai arrivé avec une expérience professionnelle de vie différente. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter pour faire la différence? Qu'est-ce qui va me différencier par rapport aux autres? Et c'est pour ça que j'ai un peu pioché dans mes expériences, donc mon expérience professionnelle qui m'avait quand même apporté des choses que j'aurais pu traduire dans la photographie. Et après la danse, notre expérience professionnelle, personnelle plutôt. Aujourd'hui, je vois il y a énormément de qui veut approcher à la photo tout jeune. Je sais pas, je vois ils ont une approche plutôt je veux faire un métier cool, il y aura quelqu'un qui va m'apprendre comment faire, mais c'est une traduction assez financière, tu vois, je veux dire, c'est je veux pas trop fatiguer, je veux pas trop je veux quelque chose d'amusant et quelqu'un va m'apprendre comment faire de l'argent. Il n'y a pas vraiment une passion derrière. Après, on a quand même... Je suis du même avis que toi. Après, il y a quand même, heureusement, quelques exceptions. Je pense notamment à William Keogh, qui était avec nous dans le collectif en même temps. Sûr. Qui fait des photos exceptionnelles et qui, lui, a commencé tout de suite sa carrière en tant que photographe. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis relativement de ton avis. Je pense qu'il faut avoir un petit vécu avant. Oui, un petit vécu avant, au moins avoir... je suis de l'avis qu'il faut se spécialiser. Donc, trouver où tu peux faire la différence. Le photographe qui fait tout secteur, tout type de photos, j'y crois pas. Tu ne peux pas apporter vraiment quelque chose d'important quand tu es juste prêt à shooter des photos. Il y a de plus en plus aussi d'amateurs comme ça qui nous piquent aussi des prestations parce que le font juste pour 100, 200 euros pour arrondir un peu le salaire à la fin du mois. Mais après, on le voit, je suis désolée, sur le rendu des photos, c'est pas pareil. Je suis un peu directe. Oh, mais t'as le droit, hein. Ouais, tout le monde a son avis. Ouais, voilà. Il y a beaucoup d'amateurs qui écoutent le podcast et j'en ai passé pas mal aussi dans les épisodes. Bienvenue à eux. Il y en a qui font un travail qui est assez exceptionnel, mais je pense que en fait, tu parlais tout à l'heure de passion, je pense que c'est la base. Que tu sois amateur ou professionnel, il faut être passionné. T'es passionné. Alors, on était tous amateurs. Hein. Moi aussi, avant de devenir professionnel, j'étais amateur. T'es amateur, suis tes passions. Après, tu veux le transformer en travail, tu sais du commencer pour le faire. Au contraire, moi, justement, être amateur, c'est une opportunité. C'est une opportunité aussi de comprendre ce que tu aimes le plus photographier. Sans avoir la pression derrière de financière. Exactement, t'as pas la pression financière, parce que justement, après, tu passes professionnel. On sait bien que faire les photos, c'est pas le 99% de notre temps. Parce que tu rajoutes aussi la partie administrative, la partie financière, le souci justement d'arriver à la fin du mois, etc. Donc, la chance, si tu veux, quand t'es amateur, c'est de dire, ok, je peux juste me concentrer sur ce que j'aime, voir aussi où je suis plus douée, où je peux avoir envie de m'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, profiter de faire des workshops à droite à gauche avec plusieurs personnes pour apprendre aussi des différents points de vue, des différentes façons de faire la photo. Mais après, vouloir faire des prestations professionnelles en tant qu'amateur, là, je vous dis, allez doucement. Alors tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, pour te mettre à l'aise, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de questions avec des cols.
Mais c'est pas vrai en fait. J'ai une question où peut-être que je vais te coller ou peut-être pas. Ouais, vas-y. Donc c'est des questions que je ne posais pas avant, mais j'essaye de me structurer un petit peu dans mes épisodes. 3 livres photos que l'on peut trouver dans ta bibliothèque. Alors, il y a un livre photo d'une photographe que j'adore, s'appelle Letizia Battaglia. C'est un photographe, c'était une photographe italienne qui a pris pas mal de photos, toujours en noir et blanc, de mafia. Ok. Beaucoup d'émotions, toujours dans la authenticité, dans l'instant spontané. Photo assez forte, mais qui raconte pas mal d'émotions et se concentrer sur la mafia en Sicile, surtout à Palerme, dans les années vraiment chaudes. Ok, ça doit être sympa, intéressant. Ouais. Deuxième, Viviane Maier. Je l'ai aussi. Ah, c'est toujours un peu des femmes, si tu remarques. Et ça, c'est pas hasard non plus. Viviane Maier, qui était passionnée de photos. Alors, elle était nounou, donc elle n'était pas photographe professionnelle. Et j'adore ces photos de rue, là aussi, dans l'instant, dans l'émotion. C'est un peu si tu veux, les 2 photographes qui m'ont le plus inspirée. Après, le troisième... j'ai du mal. Là, j'en ai 2 en tête. Ah, collé. Ouais, ben voilà. 2 sur 3. Ouais, 2, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu connais une personne, un photographe qui a édité un livre à me recommander pour un futur épisode ? La colle, c'est qui a fait un livre. Ouais, voilà. C'est qui a fait un livre. Non. Moi, j'aimerais bien passer Nicolas un jour dans le podcast. Justement, mais Nico fait un livre. Voilà. Ouais, il devrait. Voilà, donc Nico, c'est toi qui est recommandé par Valentina, donc il te reste à faire un livre. Ouais, alors Nico, j'ai un autre photographe que j'aimerais bien lui recommander de faire un livre, et c'est Gilles. Gilles Autroche. Oui, qui était également dans le collectif avec nous. Voilà, et qui fait des tirages d'art, avec qui on discute de faire un projet photo ensemble depuis des années, et on ne trouve jamais le temps. Mais oui, lui, il s'était intéressé justement sur mon processus de création du livre. Je pense que c'est un des projets pour lui, mais je ne sais pas s'il est en train de réfléchir un peu plus concrètement ou pas. Aujourd'hui, pour voir tes photos, donc il y a ton site web, il y a ton nouveau compte Instagram. Ouais. Je mettrai les titres des livres que tu as cités tout à l'heure dans les notes de l'épisode. Je mettrai les liens également vers ton site web et ton compte Insta. Tu as des expos de prévus, en sachant que l'épisode sera diffusé à début novembre? Pas encore. Alors, il y a des endroits où je suis en train on est en contact. J'attends la confirmation, donc j'en dis rien. D'accord. Donc, j'invite les auditeurs à surveiller tes réseaux sociaux et. Voilà. Et si vous voulez aussi vous abonner à la newsletter via mon site internet. C'est bien les newsletters. Ouais, voilà. Et j'informe toujours de mes nouvelles expositions, parce que. Là, je suis en train de voir si je peux monter un peu la barre. Concernant ton livre, il coûte combien? Il coûte 45 €. On peut le trouver où? On peut le trouver pour l'instant sur Internet, à l'office de tourisme d'ici à Nîmes. Il n'y a pas des magasins physiques, donc il faut passer par moi. Après, moi, j'envoie les colis assez rapidement. Il y a un lien sur ton site pour l'acheter? Oui. Pour l'acheter. Livre, je suis sur le site en même temps, mais je n'ai pas connecté l'ordinateur, donc forcément ça va pas marcher. Je mettrai le lien directement aussi vers la page sur le site où on peut acheter le livre. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Valentina, de m'avoir accordé du temps, c'était très sympa. Merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous retrouve le mois prochain
avec l'interview de David Rouge. Si tout se passe comme je le veux, il faut que je passe en Suisse pour aller le voir. Ah, ça te fait des déplacements sympas, toi aussi. En fait, lui, je vais y aller en allant voir ma famille à Strasbourg. Je vais faire un petit crochet. Il habite à côté de Lausanne. Ouais. Puis ça me fera faire une route différente d'habitude. Ça va être sympa. Mais toujours dans l'efficacité. Hein. Il faut bien ranger les choses pour être efficace. C'est ça ? Ouais, mais disons que le podcast sur les livres photos, c'est un truc qui me passionne. J'ai arrêté pendant 10 mois parce que je pense que j'avais un peu trop donné. À un moment, j'ai diffusé un épisode par semaine. Okay. Mais tu vois, avec le temps de préparation pour caler les rendez-vous, enregistrer, on en a pour ça bousille une matinée en général. Ouais. Derrière, il y a le temps de montage, communiquer. Je me suis épuisé sur le podcast. Du coup, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Ouais. Là, j'avais très envie de le reprendre, mais je me fixe la limite de 1 par mois. Bah, c'est bien, déjà. Ce qui me permet, en fait, d'optimiser et d'aller interviewer les gens en faisant une autre activité, parce que le podcast, il me rapporte strictement rien du tout économiquement. Donc, les déplacements, c'est pour ma pomme et 1 par semaine. C'était un peu compliqué à gérer. Je comprends. Puis tu te mets une pression tout seul, du coup. Oui. Là, 1 par mois, ça me paraît pas mal et ça plaît bien à ma femme comme idée. Ça me laisse un peu plus de temps à côté. Ah, c'est bien. Puis d'autant plus que avec Jean-Raphaël Drahi, qui était également dans le collectif avec nous, on monte une société et pour en vitrine, on a aussi lancé un podcast sur Nice. Ah oui. Donc un épisode par mois pour Parlons livre photo, ce sera très bien. Très bien. Merci Valentina. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par Audio Pictura.